Bonjour. Après avoir abordé dans les chapitres précédents les grands principes utilisés en bioinformatique, à savoir le stockage et l'organisation de l'information biologique dans des bases de données et la comparaison de l'information biologique, notamment par les méthodes d'alignement, nous allons voir aujourd'hui deux types d'applications de la bioinformatique. La première étant la phylogénie. Ce terme de phylogénie est un terme combiné de deux termes grecs qui signifient tribu d'origine. Phylogénie étant l'étude des origines des individus ou bien l'étude des relations de parenté entre différents êtres vivants en vue de comprendre l'évolution de ces organismes. Lorsqu'on parle contre de phylogénie moléculaire, il s'agit ici d'étudier les changements survenus au niveau des séquences biologiques, qu'elles soient nucléiques ou bien protéiques au cours du temps. C'est ce qu'on appelle évolution. C'est la mutation des séquences dans le temps. Phylogénie, c'est l'étude des liens de parenté entre des organismes. Phylogénie moléculaire, c'est l'étude des changements évolutifs dans les séquences. Les relations mises en évidence par la phylogénie sont représentées graphiquement sous la forme d'arbres phylogénétiques qu'on appelle également dendrogrammes. Ça veut dire qu'ici, les méthodes que nous allons voir de phylogénétique vont donner comme résultat toujours des représentations graphiques de ces liens phylogénétique. La phylogénie trouve ses applications dans plusieurs domaines, notamment la systématique, la classification des espèces, l'étude de la génétique des populations, en écologie, en épidémiologie, en phylogéographie, etc. L'image d'un arbre généalogique qui renseigne sur des liens de parenté entre des individus de la même famille par une schématisation arborescente allant des ancêtres ou bien ascendants vers les descendants. Ici, par exemple, il s'agit de l'arbre généalogique de la famille royale en Angleterre. Les biologistes ont essayé de représenter la classification taxonomique des espèces sous la forme d'un arbre dans lequel la racine représente l'ancêtre commun de ces organismes et où les embranchements, les feuilles, et ainsi de suite, constituent des descendants de cet ancêtre. Dans un arbre généalogique, on traite les individus, alors que dans un arbre phylogénétique, on traite des groupes taxonomiques, des espèces, des familles, des classes, des souches, etc. Dans un arbre phylogénétique, seules les feuilles sont réelles. Toutes les autres parties étant prédites, donc hypothétiques. Un arbre se lit toujours dans le sens ancêtre vers descendant. Ancêtre vers descendant. L'arbre phylogénétique typique va être constitué de plusieurs éléments. D'abord, les descendants finaux. Par exemple ici, A, B, C et D. C'est-à-dire, ils se trouvent dans l'extrémité de l'arbre. On les appelle feuilles ou bien unités taxonomiques opérationnelles ou bien encore taxons. Ce sont les individus ou les séquences étudiées et constituent les éléments réels de l'arbre, d'autres éléments étant prédits par méthode phylogénétique et n'existent pas réellement, bien sont hypothétiques. Ensuite, les nœuds constituent les parents hypothétiques. Ils sont représentés par un point de croisement entre les branches portant les feuilles ou bien les taxons ou bien d'autres nœuds. Ensuite, nous avons les branches qui portent les utéos, bien les taxons, et les nœuds. Elles relient soit entre un utéo et son nœud, ou bien son parent hypothétique. En ce cas, on parle de branche interne, ou bien elles relient deux nœuds, bien parents hypothétiques. Dans ce cas, on parle de branche externe. Leur taille est proportionnelle à la distance qui sépare deux éléments de l'arbre, bien quantité de mutation qui sépare deux individus de l'arbre. Enfin, le nœud ascendant final représente l'ancêtre commun de tous les éléments d'un arbre phylogénétique. Ce nœud est appelé racine. L'ensemble de tous ces éléments constitue la forme d'un arbre ou bien topologie. Dans un arbre phylogénétique, le temps s'écoule toujours dans le sens racine vers les utéos. Racine vers les utéos. Dans un arbre, la distance entre deux utéos est donnée par la somme des longueurs des branches B qui les séparent. Par exemple, la distance entre A et B est égale à la somme de la branche B1 plus B2. La distance entre A et D est égale à la somme de la branche B1 plus B3
plus la branche B5. La distance entre B et C est égale à B2 plus B3 plus B4. Et cette longueur de branche est appelée distance arborée ou patristique et elle sépare les UTO et les nœuds ou bien les nœuds entre eux. En phylogénie, plusieurs styles de représentation géométrique des arbres sont utilisés. Par exemple, rectiligne, rectangulaire ou bien circulaire, avec des différences au niveau de la forme des branches et de la position de la racine dans l'arbre. Et le seul sens de lecture dans un arbre sera toujours de la racine vers les UTO. Le sens perpendiculaire n'a aucun sens ou bien n'a aucune signification. Toujours un seul sens de lecture de la racine vers les UTO. Un arbre peut être non raciné. Dans ce cas, c'est une représentation intemporelle. Cela veut dire que le sens de lecture n'est pas établi, ce qui n'a aucun intérêt en phylogénétique. Un arbre non raciné est donc inutilisable. Toutefois, la plupart des méthodes de phylogénie produisent des arbres non racinés qui doivent alors être racinés, c'est-à-dire supplémentés par une racine. Le racinement d'un arbre phylogénétique est effectué par le positionnement d'une racine sur l'une des branches de cet arbre. Par exemple, ici, vous avez un arbre non raciné constitué de 4 UTO A, B, C et D. Et il va exister plusieurs manières de placer cette racine et on peut comptabiliser le nombre de racines possibles. Cette formule de n-3 étant le nombre d'UTO. Par exemple, pour 4 UTO, on va avoir 2 fois 4 moins 3, c'est-à-dire 5 arbres racinés possibles. Premier arbre possible, c'est un arbre où on va placer la racine entre A et son nœud ici. Donc je vais avoir cette forme d'arbre raciné. Deuxième arbre possible est un arbre où la racine se situe sur la branche qui porte B. Dans ce cas, on va avoir un arbre qui commence par la racine et qui s'écoule vers les UTO, comme on l'a vu, et ainsi de suite. Donc le troisième arbre est un arbre où la racine se situe ici, quatrième arbre, et un cinquième arbre où la racine se situe à mi-chemin entre tous les individus de l'arbre. La méthode de racinement la plus utilisée en bioinformatique est une méthode appelée méthode du groupe externe. Elle consiste à choisir, en plus des séquences de l'étude, une ou plusieurs séquences, appelées groupe externe. Les séquences ne font pas partie du groupe étudié. Le choix des séquences du groupe externe doit se faire de sorte à ce que ce dernier soit à l'extérieur du groupe d'études, tout en étant le plus proche possible. Par exemple, on va raciner l'arbre constitué de C, D, E et F, ajoutant au groupe d'intérêt un groupe externe constitué de A et B. La particularité de A et B est que la branche qui les sépare des autres éléments de l'arbre est la plus longue par rapport à toutes les branches internes de l'arbre. Et dans ce cas, on va placer la racine sur cette branche, plus précisément sur cette branche, et on va obtenir un arbre avec une racine qui se situe sur la médiane qui sépare le groupe externe du groupe d'études. Exemple particulier, si j'étudie les liens phylogénétiques entre des mammifères. Dans ce cas, je vais rajouter un groupe externe qui soit assez proche de ce groupe, mais qui soit quand même à l'extérieur du groupe mammifère. Dans ce cas, je choisis un autre animal qui ne soit pas mammifère, par exemple le poulet. Je le rajoute au groupe d'études et ensuite la racine va être située sur la branche qui sépare le poulet des autres éléments de l'arbre. Et je vais obtenir un arbre raciné avec la racine qui se situe sur la médiane de la branche qui porte le poulet, qui est le groupe externe, et les autres individus de l'arbre. Maintenant, concrètement, la construction d'un arbre phylogénétique passe par 4 étapes. D'abord, le choix des données, les taxons qu'on va étudier, qui sont souvent sous forme de séquences. Ensuite, on réalise un alignement de ces séquences, les méthodes qu'on a vues précédemment. Puis, on construit l'arbre phylogénétique par une des plusieurs méthodes disponibles. Et enfin, on vérifie sa robustesse statistique. Commençons d'abord par
la première étape, à savoir le choix des données phylogénétiques. Les données utilisées pour la construction des arbres phylogénétiques sont des séquences dites homologues. Des séquences homologues, ce sont des séquences qui partagent un ancêtre commun. Les données sont classées en deux groupes distincts. Soit on peut utiliser des données phénotypiques, du phénotype, des caractères apparents, ou bien on peut choisir des données génotypiques, c'est-à-dire moléculaires, de l'ADN ou bien des protéines ou bien de l'ARN. Pour le premier type de données utilisées, elles sont de type phénotypique et comprennent des caractères observables aux différents états, que ce soit des caractères morphologiques, biochimiques ou bien physiologiques, qu'on peut mesurer par un langage binaire, c'est-à-dire présence-absence. Type présence d'un caractère donné, absence de ce même caractère. Et dans ce cas, on représente les données sous cette forme. Supposez que vous avez 5 taxons, bien 5 individus différents. Supposons que c'est des micro-organismes. On va étudier le plus de caractères possible chez ces organismes. Par exemple, on va étudier les caractéristiques morphologiques, les caractéristiques biochimiques et ainsi de suite. Pour chaque caractère, on va noter pour chaque individu présence ou bien son absence. Lorsque le caractère est présent, je note 1. Lorsque le caractère est absent, je note 0. Et je fais ça pour tous les caractères et à la fin, je vais avoir une séquence qui est de type binaire 1-0. Deuxième type de données utilisées en phylogénie est moléculaire. Ce sont soit des séquences nucléiques, telles que les séquences de gènes ou des fragments particuliers du génome, par exemple des gènes qu'on appelle ménagers, qui sont des gènes hautement fonctionnels qu'on trouve chez toutes les cellules vivantes, des gènes d'ARN messager, des gènes d'ARN structural, par exemple l'ARN ribosomal, des séquences régulatrices non codantes, par exemple les séquences ITS, qui se trouvent entre les gènes d'ARN ribosomal, les éléments génétiquement transposables, ou bien des séquences protéiques, d'enzymes ou bien de protéines de structure. Par exemple, on peut utiliser les séquences de protéines mitochondriales, de lactines, etc. Et on peut même utiliser des traits non séquentiels, c'est-à-dire ce sont des éléments moléculaires, mais qui ne sont pas forcément des séquences nucléiques ou bien protéiques. Par exemple, on peut utiliser la fréquence d'apparition de gènes chez les organismes pour construire des arbres phylogénétiques. On peut étudier la présence ou bien l'absence de certains caractères moléculaires, notamment la présence ou l'absence de sites de restriction, la présence-absence de certains gènes, de protéines, ou bien on peut étudier la répétition en tandem de certains éléments moléculaires en réalisant par exemple des polymorphismes de fragments de restriction, en étudiant le polymorphisme microsatellite, ou bien par exemple chez les eucaryotes, on peut se baser sur les morphismes SMP où ici il y a un seul nucléoside qui change à chaque fois. On parle alors de marqueurs moléculaires. Un marqueur moléculaire est une molécule, est une séquence ADN ou bien ARN ou bien protéique qui est un indicateur de la variabilité génétique dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui a un taux de mutation assez faible qui présente chez tous les individus de l'étude et qui peut être utilisé afin de révéler la quantité de mutations qui sépare ces organismes. Une fois que les données sont choisies, on passe à la deuxième étape qui est la construction d'un arbre phylogénétique. On passe à la deuxième étape, la construction d'un arbre, qui consiste à aligner les séquences sélectionnées. Les méthodes d'alignement multiple qu'on a déjà vues sont utilisables en phylogénie, mais ce sont les méthodes d'alignement multiple progressif qui sont privilégiées en raison de leur rapidité d'exécution et de la taille importante des données généralement analysées pour la construction des arbres phylogénétiques. Ici, souvent en phylogénie, on compare des dizaines de séquences en même temps. Du coup, on privilégie les méthodes progressives parce qu'elles sont rapides et donc elles permettent de réaliser l'alignement en un temps assez court. De méthodes employées, méthode Clustal, Coffey, Mossel, etc. Ensuite arrive l'étape de construction ou bien de traçage de l'arbre phylogénétique. Celle-ci peut être réalisée en utilisant plusieurs types de méthodes qui diffèrent entre elles dans le principe et les outils utilisés. On distingue de manière générale 3 types de méthodes.
les méthodes de distance, les méthodes de parcimonie et les méthodes probabilistes ou bien de vraisemblance. Les méthodes de distance sont fondées sur le calcul des distances évolutives entre les séquences. Elles sont utilisées surtout pour des séquences de forte similitude. Le deuxième type de méthode sont des méthodes de parcimonie. Elles reposent sur la recherche d'un arbre comprenant le minimum de changements évolutifs possibles, ou bien le moins de mutations possibles, en calculant un score de parcimonie. Ensuite, les méthodes probabilistes, elles recherchent un arbre optimal en attribuant une probabilité à chaque changement dans les séquences. Elles incluent plusieurs types de méthodes, notamment les méthodes du maximum de vraisemblance et de l'inférence bayésienne. Comment choisir une méthode parmi les méthodes citées dépendra du nombre de séquences et de la similarité entre les séquences. Alors, s'il y a une forte similarité entre les séquences et qu'il y a un grand nombre de séquences, on privilégie les méthodes de distance, sinon les méthodes de parcimonie. Par contre, si la similarité entre les séquences est faible, on peut passer par les méthodes probabilistes. Mais de manière générale, ce sont les méthodes de distance qui sont les plus rapides et les plus utilisées en bioinformatique. Justement, pour ces méthodes de distance, la construction de l'arbre passe par plusieurs étapes. D'abord, on calcule ou bien on mesure les distances évolutives entre les séquences et à partir de là, on calcule l'arbre phylogénétique. Dans cet exemple, nous avons aligné deux séquences. On prend position sur les deux séquences. Si on se réfère à la distance observée entre les deux séquences, c'est-à-dire la distance apparente après alignement, on pourrait dire qu'il y a identité entre deux individus. Or que si on revient dans le temps, or à la séquence ancêtre commun de ces deux séquences, on peut remarquer que peut-être la première séquence, il y a eu deux substitutions à partir de A qui ont mené à l'apparition de T, alors qu'ici, il y a eu une seule substitution entre ici, le nombre de mutations qui séparent l'ancêtre descendant 1 est plus importante que la distance qui sépare descendant 2 de son ancêtre, et la distance observée inférieure à la distance réelle qui sépare les individus de leur ancêtre commun. Distance dans le temps est appelée distance évolutive. Elle est définie comme étant le nombre moyen de substitutions par site s'étant produite depuis que ces séquences ont divergé à partir de leur ancêtre commun. Dans la méthode des distances, on calcule les arbres en se basant sur cette distance évolutive qui est toujours supérieure à la distance observée. On peut la calculer à partir des valeurs des distances observées en utilisant des modèles mathématiques. Maintenant, pour les méthodes de distance, la méthode de la classification ascendante hiérarchique, appelée UPGMA, et la méthode du neighbor joining sont des exemples très connus et très utilisés. Les méthodes construisent un arbre unique. Pour la première méthode, les classifications ascendantes hiérarchiques, c'est une méthode simple d'un point de vue algorithmique. Son nom du fait que la construction de l'arbre commence des feuilles et se termine par la détermination de la position de la racine, produit donc des arbres directement racinés. Les distances arborées ultramétriques, pourquoi? Parce que la somme de ces distances arborées ou bien branches de l'UTO vers la racine est égale pour tous les UTO de l'arbre. Ça veut dire que la somme des branches qui portent 1 et la racine sont égales à la somme des branches qui portent 2 vers la racine. La branche qui porte 3 et la racine est égale à la branche qui porte 4 et la racine. La deuxième méthode, dite du neighbor joining, c'est une méthode rapide. Elle est la plus utilisée en bioinformatique. Son principe consiste en le calcul des longueurs des branches de l'arbre de sorte qu'elles soient les plus petites possibles. Cette méthode donne des arbres non racinés qu'il faudra raciner par la suite par la méthode du groupe externe. Les distances générées par cette méthode sont dites additives. Ça veut dire que les longueurs des chemins allant de la racine à n'importe quelle feuille ne sont pas égales. Prenons un exemple.
Vous avez ici le gène codant pour un ARN de transport mitochondrial. Il a été séquencé chez 5 espèces d'hominidés, l'homme, le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille et le gibbon. L'étape 1 de la construction d'un arbre est donc le choix de séquences. Ici, ce sont des séquences nucléiques qui appartiennent à un marqueur qui est un ARN T chondrial. C'est une molécule fonctionnelle. Le taux de mutation est assez faible. Lorsque on aligne ces séquences, on trouve que sur 895 paires de bases, il y a une seule délétion, orang-outan, avec uniquement 281 sites variables. Donc, ici, à l'étape 2, on constate que le taux de mutation est assez faible. Si on utilise la méthode GMA pour la construction d'un arbre entre ces 5 espèces, on va voir le résultat suivant. Alors, l'arbre se lie de la racine vers les UTO et on constate que les distances arborées sont ultramétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites la somme des branches qui portent individu et la racine, que ce soit homme et racine, bien chimpanzé et racine, gorille, orang-outan ou gibbon, vous allez trouver toujours cette valeur-là. Donc si je fais l'addition ici, bien ici, ou bien ici, vous allez trouver toujours la même somme qui sera égale à cette valeur. Et on parle d'un arbre ultramétrique. Par contre, si on utilise la méthode Neighbor Joining, d'abord, la méthode va vous donner uniquement la position des nœuds, des parents hypothétiques, et la taille des branches. Cette taille ne sera pas égale et la racine sera absente. Donc l'arbre produit sera non raciné. Dans ce cas, il faudra rajouter la racine par la méthode du groupe externe, positionnant la racine sur la taille de la branche la plus grande. Pourquoi? Parce que la taille la plus grande signifie que l'individu, ou bien l'UTO qui est porté par cette branche est le groupe externe. Donc, on va placer la racine sur la médiane de la somme des branches entre le groupe externe et l'UTO, donnant la somme des branches la plus élevée. Donc la racine sera positionnée ici. L'arbre va avoir la forme finale suivante. Donc toujours le sens de lecture est de la racine vers les UTO. Mais cette fois-ci, si vous essayez de faire la somme branche entre chaque individu et sa racine, vous allez trouver que cette somme n'est pas égale. Alors de branches additives ou bien de distance additive. Ici, en résumé, les différences entre la méthode de GMA et la méthode du Neighbor Joining. Après avoir construit l'arbre par une des méthodes qu'on a vues, on va finalement vérifier sa robustesse ou bien sa fiabilité statistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les méthodes utilisées pour la construction des arbres phylogénétiques sont basées sur des hypothèses qui induisent des erreurs au niveau de la forme de l'arbre. Ces erreurs d'interprétation vont nécessiter d'être vérifiées et rectifiées. Du bootstrap est la méthode la plus utilisée pour réaliser cette opération. Avant de réaliser cette vérification, il faudra d'abord réaliser l'arbre. Donc, on le fait en suivant les 3 étapes qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire d'abord le choix des séquences, ensuite l'alignement des séquences, ensuite la construction de l'arbre phylogénétique. L'alignement qui a été obtenu est appelé alignement réel, puisqu'on l'a réellement réalisé, et l'arbre obtenu est appelé arbre réel. Ensuite, dans la méthode du bootstrap, on va prendre l'alignement réel et on va le modifier. Un alignement virtuel ou bien artificiel réalisé en permutant 2 positions dans l'arbre. Par exemple, je vais prendre mon alignement réel et je vais permuter les positions 1 et 15. Donc je vais permuter les positions 1 et 15.
que je permute, je crée un nouvel alignement. Ce nouvel alignement est dit virtuel parce qu'il n'existe pas réellement et je l'utilise pour construire un arbre virtuel. Ensuite, je fais la même chose plusieurs fois. Je fais ça entre 500 à 1000 fois. Et à chaque fois, je permute 2 positions au hasard au niveau de l'alignement réel. Par exemple, ici, j'ai réalisé 500 alignements virtuels. Pour l'alignement virtuel numéro 500, j'ai permuté les positions 4 et 12 au niveau de l'alignement réel. Ça m'a donné un alignement virtuel qui a été utilisé pour construire un arbre virtuel. Ensuite, pour chacun des alignements virtuels créés et pour chacun des arbres virtuels créés, je vais comparer la position des UTO sur les nœuds de l'arbre par rapport à la position des UTO sur les nœuds de l'arbre réel. Je vais comptabiliser le nombre de fois où j'ai obtenu les mêmes nœuds dans l'arbre virtuel par rapport à l'arbre réel. Et je vais exprimer ça par ce qu'on appelle une valeur bootstrap. Cette valeur est un pourcentage noté sur la position des nœuds et elle signifie le nombre de fois où on a obtenu le même nœud dans l'arbre virtuel créé. Par exemple, la valeur bootstrap de 95% ici pour le nœud portant le taxon 4 et le taxon 5 signifie que sur les 500 arbres virtuels construits, on retrouve ce nœud 95% des fois. Ça veut dire que sur les 500 arbres créés, on a retrouvé ce même nœud 475 fois. La valeur du bootstrap exprime la robustesse de l'arbre et comme dans les tests statistiques, on compare cette valeur à un seuil de significativité donné. Souvent, ce seuil n'est pas fixe. Ça peut être 95%, 70%, 90% ou bien voire même 99% selon le degré de similarité entre les séquences. Donc cela veut dire que on va comparer la valeur du bootstrap à un seuil minimal de robustesse, par exemple 95%. Si la valeur du bootstrap est supérieure ou égale à la valeur minimale, on dit que l'arbre est significativement robuste au niveau du nœud. Sinon, par exemple ici, on dit que l'arbre n'est pas robuste significativement. Donc en bioinformatique, si vous voulez réaliser un arbre phylogénétique, de nombreux programmes informatiques sont disponibles. Je vous invite à visiter ce lien pour voir une liste complète de ces programmes qui sont soit en ligne, comme le portail mobile et le portail Phylogeny, ou bien sont téléchargeables et travaillent offline, comme les logiciels MrBase, Mega et ainsi de suite. Et dans cette démonstration, je vous montre un exemple d'utilisation d'un logiciel appelé Mega pour la construction d'un arbre phylogénétique. Le deuxième exemple d'application de la bioinformatique est la notation des séquences. La notation est la recherche d'informations sur une séquence nucléique ou bien protéique qui soit inconnue. Ça veut dire dont on ne connaît que la structure primaire ou bien la succession de résidus qui la constituent. Ces informations peuvent être de plusieurs types. On peut chercher la position de la séquence sur le génome lorsqu'il s'agit de séquences nucléiques, ou bien dans la cellule lorsqu'il s'agit de protéines, ou bien l'ARN. Ça peut être la structure secondaire, tertiaire, ou bien quaternaire pour l'ARN et les protéines, ou bien la composition en différents éléments lorsqu'il s'agit de gènes.
Et enfin, la fonction cellulaire de la molécule. Il existe 3 types d'annotation selon l'information recherchée. D'abord, l'annotation structurale. Elle permet de positionner les gènes et leurs produits, que ce soit des gènes codant pour des protéines, des gènes codant pour de l'ARN fonctionnel et également des séquences non codantes mais régulatrices ou bien ayant d'autres fonctionnalités sur les génomes. Ensuite, on a la notation fonctionnelle. Elle permet de prédire les fonctions et les produits potentiels des gènes préalablement identifiés et elle permet de prédire la structure secondaire et tertiaire de ces produits qui sont soit de l'ARN ou bien des protéines, ainsi que leur position cellulaire, notamment pour les protéines. Et enfin, la notation relationnelle permet de déterminer les interactions que ces objets biologiques préalablement identifiés sont susceptibles d'entretenir, l'expression des familles de gènes, les réseaux de régulation des gènes, les réseaux métaboliques et les interactions entre les différentes protéines cellulaires, et ainsi de suite. Cette annotation est basée essentiellement sur la reconnaissance de 2 types de structures géniques qui sont les orphes et les motifs. D'abord, les orphes, pour phase ouverte de lecture, ce sont des régions de l'ADN qui sont délimitées par 2 triplets stop, situés sur la même phase et n'incluant aucun triplet stop à l'intérieur d'elle. L'existence d'une orphe est une condition nécessaire à la localisation d'un gène ou une séquence codante qui commence quant à elle par un triplet ou bien un codon start et se termine par un triplet stop. Donc c'est pour ça que la recherche des gènes débute par d'abord l'identification des orphes. Toutefois, une orphe ne signifie pas nécessairement la présence d'un gène. Les séquences motifs ou bien signatures peuvent être définies quant à elles comme étant de courtes séquences fortement conservées, composées de quelques résidus qui sont communes à un ensemble de séquences, que ce soit nucléiques ou bien protéiques, qui sont homologues. Par exemple, les sites donneurs et accepteurs au niveau des exons, les queues poly-A au niveau de l'ARN, les séquences Tata, Box et les séquences de reconnaissance de polymérase, les séquences satellites, etc. Les méthodes utilisées pour l'annotation sont très diverses et sont classées en 4 groupes. D'abord, les méthodes expérimentales. Elles consistent à aligner la séquence génomique de l'ADN avec la séquence de l'ADN C. L'ADN C est un ADN qui est obtenu par la transcription inverse à partir d'un ARN messager. Donc, l'ARN messager va contenir uniquement la séquence codante. Si on le compare à la séquence génomique, par projection, on va déterminer la position des séquences codantes et des séquences régulatrices non codantes à l'intérieur de l'ADN génomique par soustraction. Ensuite, il existe d'autres méthodes appelées intrinsèques ou bien ab initio. Et dans ces méthodes, on utilise des modèles statistiques afin de localiser des séquences codantes et non codantes à partir d'exemples. Donc ici, on se base sur des modèles statistiques soutirés ou bien obtenus à partir de l'étude de gènes modèles qui ont été préalablement étudiés. Ensuite, il existe d'autres types de méthodes appelées méthodes extrinsèques ou bien comparatives. Elles sont basées sur la recherche des séquences orphes et des motifs par comparaison aux banques de données biologiques en utilisant les outils de comparaison tels que BLAST, en recherchant les séquences d'ARN messager et de protéines qui ressemblent à la séquence étudiée. Donc dans ce cas, on prend une séquence inconnue et on la compare à des séquences connues qui sont présentes sur des bases de données en utilisant les méthodes d'alignement. Et enfin, des méthodes intégratives qui utilisent
une combinaison de toutes ces méthodes afin d'annoter les séquences. Il existe plusieurs outils qui permettent l'annotation des séquences nucléiques ou bien protéiques, comme il existe des bases de séquences déjà annotées qu'on peut utiliser pour l'annotation de séquences inconnues. Et ici, je vous ai donné plusieurs listes de logiciels permettant la prédiction de gènes et d'ARN. Et dans cette démonstration, je vous montre l'exemple d'un logiciel d'annotation de séquences nucléiques appelé Artemis. Concernant les protéines, vous savez que la fonction des protéines est une conséquence indirecte de leur séquence primaire constituée de la succession d'acides aminés. Cette fonction va passer par un repliement tridimensionnel de la structure primaire sous une forme compacte, spécifique et stable. Et c'est cette structure tridimensionnelle qui va donner la fonction spécifique aux protéines. Le problème est que la prédiction de la structure des protéines, que ce soit les structures secondaires, tertiaires ou bien même quaternaires, constitue un problème très ardu, notamment en raison de deux problèmes qui se posent. D'abord, et contrairement aux nucléotides, il n'existe pas de règle de complémentarité stricte entre les acides aminés. Ça veut dire que, théoriquement, n'importe quelle association d'acides aminés peuvent former des structures secondaires, tertiaires et quaternaires. Ensuite, les chaînes formées par les acides aminés sont beaucoup plus flexibles et disposent de beaucoup plus de degrés de liberté que les brins d'acides nucléiques ou d'une grande variété de structures. D'où une grande variété de structures protéiques. Et afin de résoudre ces problèmes, différentes méthodes algorithmiques et statistiques ont été développées, chacune ayant abouti au développement de logiciels de prédiction plus ou moins efficaces. Par exemple, ici, je vous ai donné plusieurs noms de logiciels utilisés, par exemple, pour la prédiction des structures secondaires, pour la recherche de certaines informations, par exemple, la recherche de ponts disulfure, de fonctions, ou bien pour la prédiction et la vérification des structures tridimensionnelles. Et ici, je vous présente des listes de logiciels de prédiction de structures et de fonctions protéiques. Et dans cette vidéo, vous avez une démonstration de l'utilisation d'un outil de prédiction qui vous permet de prédire la structure tridimensionnelle de protéines. Cet outil s'appelle Swiss Model et je vous invite à consulter la vidéo.